Paprec est le partenaire engagé de cette saison de Navigante, un partenaire qui depuis toujours a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est pour ça que l'entreprise a lancé le défi Paprec qui permet à de nouveaux skippers de vivre une première expérience et de participer en double sur le même parcours à la première étape de la solitaire du Figaro Paprec. C'est pour ça aussi que Paprec soutient la filière d'excellence de course au large qu'est la classe Figaro Beneteau en renouvelant son partenariat avec la Transat Paprec, la première transat en double mixte dont la deuxième édition part de Concarneau en avril 2025, avec toujours le même objectif, susciter des vocations et faire émerger de nouveaux talents. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. On dit souvent d'elle qu'elle est mère et femme de skipper. Enfin, avant tout, elle est elle. Elle est navigatrice, a disputé la Mini Transat en 2009 et navigué en équipage, pas mal, des équipages féminins aussi souvent. Elle est directrice de team, l'administration et la logistique du team actuel, c'est elle. Et puis oui, c'est vrai, elle est mère et femme de skipper. Sa fille, Amélie Grassi, vient de remporter The Ocean Race Europe avec l'équipage biotherme de Paul Meillat. Sa moitié, Yves Le Blévec, ancien skipper du Maxi Trimaran et maintenant directeur du team actuel. Elle a connu les attentes et les tours du monde vécus à terre. Elle est aussi petite fille de Terre-Neuva. Il paraît qu'elle était à la barre du bateau de son papy avant de savoir marcher. Alors c'est dire que la mer est son élément. Il y a comme un atavisme dans la famille. Notre invitée est une figure de la course au large et au moment où nous enregistrons cet épisode, elle est encore en Martinique, elle a bien de la chance, où comme le reste de l'équipe, elle a accueilli Anthony Marchand et Julien Villon, troisième de la Transat Café L'Or en ultime. Sandrine Berthaud est l'invitée de Navigante. Bonjour Sandrine. Bonjour Hélène. Bon, tout va bien, tu nous fais rêver. Ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs et auditrices, c'est que moi j'ai la chance de te voir, moi qui suis emmitouflée hein, dans mon écharpe, mon pull, enfin bref, en mode hiver. Toi, ça va, tu es encore avec tes t-shirts et la lumière magnifique de la Martinique. Oui, oui, on en profite, c'est les dernières heures. On a réussi à faire une petite journée off aujourd'hui avec l'équipe et à se balader un petit peu sur l'île, baignade, petite rando, petite cascade. C'est les dernières heures avant de rentrer en métropole. Elle était comment cette arrivée? Elle était, magique, elle était, comment dire? En fin de journée avec le soleil, qui arrive sur l'horizon, qui envoie vraiment une lumière extraordinaire. C'était, la première transat de ce bateau, c'était un joli binôme à bord, donc on était super heureux de les accueillir, c'était très, très beau. Oui, on va rappeler que, Actual, est l'ancien Gitana, 17 et qu'effectivement, c'était la première fois que sous ces nouvelles couleurs, il faisait donc cette transat. Ça a été des moments, comment pour toi cette transat? Est-ce que c'est serein? Est-ce que c'est pas serein? Est-ce qu'on a comme tu es avec Yves en permanence, j'imagine, est-ce que vous avez le téléphone en permanence, à côté de vous? Comment vous vivez ces moments-là? Alors c'est toujours très exigeant, ça suppose d'être, tout le temps connecté pendant toute la durée de navigation du bateau, mais là, ce qui est quand même assez récent pour moi, c'est que, j'ai moins de comment dire? La charge est beaucoup moins élevée puisque, je n'ai plus d'attache, affective, Mmh. avec les navigants donc je découvre quand même le fait de suivre un bateau avec beaucoup d'engagement, beaucoup de, présence, mais en étant, quand même plus à distance que ça n'a été jusqu'à présent pour moi. Ah bah, ça, on va en parler effectivement de comment tu as pu vivre, effectivement différentes courses. Mais avant, on va revenir à ce que j'aime bien Sandrine, c'est-à-dire, le tout début.
Comment est-ce que ça commence ton histoire d'amour avec la mer et avec les bateaux? Alors ça commence avec, une famille, de marins quand même, parce que mes 2 grands-pères donc j'ai un grand-père qui était amiral, qui était, à Paris, hein, qui était pas navigant et l'autre grand-père qui était pilote de la flotte, qui avait commencé comme, mousse sur les bancs de Terre-Neuve Mmh. à 14 ans, et qui a terminé sa carrière en étant capitaine de grands yachts, de luxe. Et en passant par la Royal, en étant, pilote de la flotte et qui avait ce grand-père, il avait un petit bateau, un petit côtre, un petit bateau à voile carré, qui me paraissait immense à l'époque, mais il était pas si grand que ça. Et en fait, c'est un bateau sur lequel, mon grand-père m'emmenait, avant que, comme tu le disais en introduction, avant que je sache marcher. Donc ça commençait par une petite descente sur les grandes échelles. C'est à Binic, hein, donc Binic, c'est, les ports de Bretagne Nord avec un marnage qui est énorme. Donc on commençait par descendre, alors quand j'étais bébé, il me prenait dans les bras le long des échelles. Hop, on atterrissait dans une toute petite pram. Hop, un petit coup de godille, et aller sur ce petit bateau pour faire, alors on n'a pas fait des grandes croisières, hein, c'était pas la grande aventure quand même, c'était, pour aller se balader, pêcher le maquereau, aller sur les îles Cinqué pour, aller ramasser les praires et les palourdes, lors des grandes marées. Mais c'était quand même des, moments, comment dire? Qui revenaient régulièrement. C'était chaque vacances quand on allait, dans la famille paternelle et ça, c'est quand même des souvenirs assez incroyables. Enfin, c'est des souvenirs qui marquent fort parce que, il avait en plus, ce grand-père, c'est un grand-père qui prenait beaucoup de place dans la Mmh. famille et c'était, et puis j'étais un peu, je sais pas pourquoi, d'où ça vient cette histoire, mais j'étais un petit peu son, Ça on va dire chouchoute? qu'il avait il chouchoute, je sais pas si c'est le terme, en tout cas, il avait décidé que ça serait moi qui serait le marin de la famille, et donc il a enfin, je pense qu'il avait j'étais la première petite, 1re petite fille, première petite enfant de la famille et j'ai l'impression qu'il avait quand même, un petit peu décidé que j'allais être un marin. Voilà. Et Et alors effectivement. si lui il l'a décidé, quand est-ce que toi, tu as été complètement piqué par le virus? Quand est-ce que c'est devenu une évidence pour toi aussi, puisque ça l'était visiblement pour ton grand-père? Ah, ça l'est devenu assez tôt, je pense, parce qu'après c'est le parcours un peu classique, hein, les stages, l'optimiste, le Cadevin, après on a été, vivre avec mes parents en Côte d'Ivoire, le Hobby 416. Adolescent, c'est sûr qu'habiter en Côte d'Ivoire et faire du Hobby 416 tous les week-ends, c'est quand même, comment dire? Assez magique et Mmh. puis, je pense que le côté, il y avait des récits de mer, hein, tout le temps dans la famille. J'étais assez passionnée déjà, mais je me souviens qu'en fait, chaque, cadeau était l'occasion de m'offrir des livres de mer, donc évidemment, je passais beaucoup de temps plongée dans les livres de mer et puis la mer, c'était, adolescente, c'était déjà quelque chose qui m'attirait très fort et au moment de faire un choix, d'orientation professionnelle, ça arrive, enfin voilà, fin de lycée, ça me paraissait assez évident que je ne pouvais pas faire autre chose que de tourner autour des bateaux, en fait. Alors qu'est-ce qui s'est présenté justement comme choix, à toi et vers quoi tu t'es embarqué, si je puis dire? Alors, comment dire? Pour répondre aux attentes familiales, qui n'étaient pas du tout de me voir faire du bateau, J'adore. mes parents habitant en Côte d'Ivoire, je me suis retrouvée à Montpellier à faire une prépa kiné. Ça explique aussi d'autres choses derrière qui vont arriver par la suite. Donc je rentre en France en me disant: «Bon, ben, je vais faire, des études de kinésithérapie». Je démarre, cette année, ça se passe pas bien du tout. Le retour en France, seule, toute la famille en Côte d'Ivoire, remettre des chaussures, s'habiller, enfin, c'était vraiment pas drôle du tout et là, je découvre dans un Voile et Voilier un article sur, l'Institut nautique de Bretagne, l'INB, qui était anciennement l'école des chefs de base des Glénans et là, je me dis: «Waouh, ce truc-là, Mmh. 2 ans de formation à apprendre
à découvrir, cet environnement dans son côté professionnel, construire des bateaux, faire des voiles, naviguer, enfin voilà, je me dis: «Voilà, ça c'est génial ce truc-là. Allez hop, bingo!» Je me prépare et là il y a eu un petit schisme familial quand même à ce moment-là. Je plaque du haut de mes 18 ans, je plaque mes études de kiné et je vais m'installer dans la maison familiale en Bretagne avec mes parents en Côte d'Ivoire qui étaient quand même un peu séchés et avec pas beaucoup de moyens de m'empêcher de faire ce que j'avais décidé de faire et donc je vais m'installer dans la maison familiale en Bretagne. Je prépare, mon brevet d'état de voile en me disant que ça allait être quand même un bon outil pour me faire recruter à l'Institut nautique de Bretagne. J'avais pas 20 ans et il fallait au moins avoir 21 ans quand même pour rentrer à l'INB. Mais ça allait pas m'empêcher de me présenter quand même. Donc là, je monte ce dossier, je passe mon brevet d'état voile et hop, vas-y, direction Concarneau et je vais faire mes sélections. Je vais faire mes sélections donc avec, quand même, des personnes là, qui me disent: «Mais c'est 21 ans, hein, mais j'ai pas besoin d'avoir 21 ans pour savoir ce que je veux faire» Oh. et là, je me retrouve sur un laser parce que quand même, il y avait une partie nautique à cette histoire-là. Ouais. Je me retrouve sur un laser à faire un parcours en laser. Laser, c'est quand même un objet, comment dire? Très technique. Oui, oui, J'avais tout à jamais fait. été sur un bateau pareil. Ça se passe hyper mal. Enfin, maritimement parlant, on va dire, ça se passe hyper mal. Par contre, je lâche rien, j'engueule toute personne qui veut venir m'aider et tout. Je finis mon parcours et puis là, je pense que ça a démontré ma ténacité et j'ai réussi à rentrer à l'INB, voilà. Donc là, c'est le moment où c'est devenu, concret, on va dire, professionnellement parlant. Enfin, c'est devenu possible professionnellement parlant. On était encore très, très éloignés de la course au large, hein. Ça me paraissait un univers absolument, inaccessible. Mais j'avais déjà un pied quand même, dans la maison et je savais que j'allais pouvoir, apprendre beaucoup de choses et puis, comment dire? Par le biais des stages, de commencer à mettre un pied dans l'univers professionnel. Alors on va, évidemment, on va en parler de la suite, mais tu parles de ténacité, ça dit quoi quand même de ton caractère là? C'est ce que tu viens de nous décrire, cette détermination, elle te vient d'où? Elle te venait d'où? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours ancré très fort chez toi? Je sais pas d'où ça vient, mais c'est très ancré, c'est très fort, comment dire? C'est un super moteur et en même temps, ça peut jouer des tours. J'ai l'impression une montagne, quand elle est devant moi, il faut que je l'escalade, hein. C'est pas possible que je reste en bas donc je sais pas d'où ça vient. Mais bon, j'ai quand même, si j'écoute ma famille, c'est quelque chose que j'ai depuis toute petite. C'est vrai. Apparemment, bébé, je faisais peur, quand je regardais les autres avec depuis toute petite apparemment, j'effraye un peu mon entourage. Ah ça parce j'ai mis de l'eau dans mon vin, hein, je me suis un petit peu arrondie, mais en fait, oui, oui, ce côté, on va dire, tenace et un peu guerrier quand même, semble-t-il, j'ai toujours eu. Est-ce que c'est un truc que tu as transmis à tes filles? Je pense Amélie, c'est sûr, il y a pas de doute. Alors je sais pas si c'est moi qui lui ai transmis, hein, je c'est aussi des choses qui Elle lui s'en est appartiennent, inspirée? hein, Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. je probablement, mais en tout cas, il y a eu, i je pense qu'à un moment donné dans leur vie de petites filles et de jeunes ados, quand j'étais moi-même navigante, elles ont été, forcément elles ont été en tout cas, il y a eu quelque chose du côté du modèle, on va dire, de l'exemple, donc après elles en ont fait, ce qu'elles ont décidé d'en Mmh. faire, mais le modèle, il était là évidemment, oui, bien sûr. Quand est-ce que ça, quand est-ce que ça commence à te démanger sérieusement d'aller faire, de la course au large justement, ce monde que tu regardes encore un peu de loin, mais qui de toute évidence t'attire? Alors,
Je pense que ça s'est passé en on va dire en 2 grandes étapes. C'est-à-dire que quand j'ai déménagé de La Rochelle, une fois, mon gros changement de vie engagé pour, Mmh. venir m'installer en Bretagne, j'ai trouvé dans mon sous-sol des affiches de la Mini Transat. Mini Transat, à l'époque où je devais avoir, 18-19-20 ans. J'en avais plusieurs. Ouais. Et en fait, je pense que, cette envie, elle remonte à cette période-là, en fait, mais je l'avais mise sous le tapis, mariage, enfants, travail, et je m'étais un petit peu, je pense, assise sur cette envie, assez farouche. Et quand, enfin, j'ai fait mon petit virage, on va dire familial, Mmh. je me suis dit: «Tiens, je vais m'acheter un mini». J'avais un petit peu de sous. Je vais m'acheter un mini et je vais faire de la croisière avec les filles. Enfin non, je vais pas m'acheter un mini, je vais m'acheter un bateau, mais quand même pour faire de la croisière avec les filles, ça serait bien que le bateau, il soit insubmersible. Les minis, ils sont insubmersibles, de fait, de par leur jauge, et donc là, je me retrouve à m'acheter un Mmh. mini pour faire de la croisière avec mes filles. Bon, j'ai fait, allez, 2 jours de croisière avec les filles et ça s'est terminé en faisant la mini. Voilà. Et cette, cette Mini en 2009, elle réveille quoi chez toi? Tu en gardes quel, c'est quoi ce moment-là, si tu te replonges dedans là, quelques années plus tard? Alors il y a la mini, hein, et il y a les 3 ans de projet. Les 3 ans de projet, c'est, comment dire? J'avais commencé à travailler quand même jeune, à beaucoup travailler, les enfants jeunes. C'est, un petit côté un peu, retour en arrière, vie un peu, hem rencontrer beaucoup de monde, faire des choses passionnantes, côtoyer des gens de tous les âges, mais des jeunes. J'avais un petit peu l'impression d'être, redevenue adolescente, en fait. C'était absolument passionnant. Et la mini, c'est passer, des jours en mer, seule. J'adore être seule, et l'arrivée, je me souviens de l'arrivée. Alors la mini en elle-même, la navigation, j'ai trouvé ça, fascinant, j'ai adoré ce temps long, de solitude, et c'est quand même un moment où on se tourne autour du nombril, on s'occupe de soi et du bateau. Moi, j'avais un projet avec, en termes de performance qui était, bof bof, hein, enfin, j'étais avec mon petit Pogo 1, c'était pas très performant. Je suis pas une super compétitrice, et là, j'étais vraiment à me tourner autour du nombril, seule, pendant, plusieurs semaines. Après avoir eu des années de quand même, à beaucoup travailler, s'occuper des enfants, j'ai trouvé ça génial, formidable. Ouais. Et à l'arrivée, en fait, je me souviens quand je suis rentrée dans la baie de Baia, et ben, je pleurais en fait parce que, j'étais, heureuse d'avoir terminé et très, très triste de devoir terminer en fait, et c'est des sentiments des émotions puissantes et très mitigées en fait. Bah, avec beaucoup de plaisir, hein, évidemment, c'est ce qui reste au bout du compte, mais quand même, ça s'arrête. C'est triste, c'est très triste à ce moment-là. Bah, oui, oui, mais c'était fort de l'avoir fait, puis finalement d'avoir, voilà, comme tu dis, d'avoir beaucoup bossé, d'avoir des enfants et de se dire malgré tout, «Mais je le fais en fait, il faut que je le fasse, quoi». Ouais, ouais, c'est ça, en fait. Mais quand tu vois, on parle de d'énergie, de ténacité et tout, c'est quelque chose de puissant. Enfin moi, pour moi, c'est quelque chose de puissant, et ça m'a demandé, beaucoup d'engagement, de travail, de sacrifice. C'est relatif, hein, parce qu'on est quand même dans des sacrifices qu'on décide de faire. Il On y a du choisit. choix de vie, hein. C'est Mmh. pas, je suis pas en train de travailler à l'usine, et enfin voilà, hein, je suis très, très claire par rapport à ça. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, on fait des choix de vie, qui sont possibles parce que on a été bien construit, parce qu'à un moment donné, on a un petit peu d'argent. Mais quand même, cette sensation d'une envie puissante, et autour de laquelle il va falloir tourner, c'était très présent.
Je me permets de revenir un tout petit peu en arrière. Tu dis qu'évidemment et donc il y a eu ces années à La Rochelle, Mmh. où tu as travaillé beaucoup. Tu Ouais. faisais quoi Sandrine à La Rochelle dans ces années-là? J'ai fait plusieurs choses. J'ai commencé à travailler dans une boîte de loc, qui a mis la clé sous la porte et avec le père de mes filles, on a créé une autre boîte de loc et un chantier de bateaux de plaisance. Donc Ouais. ça a pris quelques années. Au moment de mon changement de vie, familial, c'est-à-dire d'une séparation, hein, j'ai décidé de faire des études d'infirmière. Tu vois, on y revient un petit peu, de ma prépa kiné, Mmh. du haut de mes 18 ans. Voilà, je retourne dans cet environnement qui avait été à un moment donné, quelque chose qui m'avait aussi terriblement attirée, hein, l'environnement médical, l'environnement du soin. Donc là, je fais mes études d'infirmière à La Rochelle et j'ai travaillé, quelques années comme infirmière à La Rochelle et c'est à ce moment-là que je démarre mon projet mini, en fait. Donc je mène de front, D'accord. ma vie d'infirmière, le démarrage de mon projet mini et quand je décide de faire la mini, là, j'arrête. Je fais une pause dans ma vie, d'infirmière et je pensais pas qu'elle serait définitive, mais jusque présent, elle est assez définitive quand même. Voilà. Et après la mini, comment est-ce que ça s'emboîte? Comment est-ce que ça s'embraye, la suite? Donc j'étais déjà installée à la Trinité-sur-Mer avec, Yves, donc Yves Le Blévêque, hein, qui était, en train de démarrer lui de son côté un projet en multi 50 qui sont devenus Mmh. maintenant les Ocean 50 et en fait, lui de son côté, il prenait le départ de sa première transat Jacques Vabre avec, son multi 50 avec comme co-skipper Jean Le Cam et je me dis au Brésil: «Bon, Yves là, il va bientôt prendre le départ d'une grande course. Qu'est-ce que je fais? Je prends des vacances au Brésil, je rentre, je fais une surprise, je vais le voir. Je me dis: «Bon allez, hein, je coupe la poire en 2, je prends quelques jours de vacances au Brésil» et puis en fait, je saute dans un avion et je me dis: «Bah, je vais voir, Yves, au départ de sa» c'était une transat Jacques Vabre à l'époque, Mmh. au Havre et là, je me retrouve, sur le parking, sous la pluie avec Anne Le Cam, à mettre, la bouffe dans des sachets, pour leur bateau qui était prêt, Plus ou cet moins? aspect-là de là voilà, tu vois, hein, sur le parking, voilà et donc là, je découvre, ben, j parce que le mini, c'est de la course au large, mais moi, la façon dont je l'ai abordé, c'était quand même, c'était vraiment un projet très perso et j'avais pas l'impression de faire de la course au large. J'avais l'impression, de beaucoup naviguer et là, j'arrive quand même, au Havre. Là, ça y est, là, c'est la course au large. Je me retrouve donc à préparer 2-3 affaires pour le bateau de Yves et de Jean et je repars du Havre, hein, le départ est donné, je repars du Havre, dans ma petite voiture et je reçois un coup de fil 4 heures après, «Ah bah tiens Sandrine», c'est Anne qui m'appelle, elle me dit: «Bon, tin» non, c'est pas Anne qui m'appelle, c'est Laurence Carrès qui m'appelle et elle démarre Ouais. sa phrase en me disant: «Bon t'inquiète pas Sandrine, hein, tout va bien, Yves va très bien, t'inquiète pas, mais bon ils sont à l'envers». OK. Je Oups. me dis: «Ils sont à l'envers», ça veut dire quoi ce truc-là, là, Ça fait 4 heures, ils sont à l'envers. OK. Ah bah, ils ont chaviré, tiens, allez hop et là, Oh. et c'est ah bah, oui, c'était assez violent. Moi, j'arrivais juste de ma transat du Brésil, j'étais un petit peu en vrac quand même et j'ai juste le temps, je m'arrête dans un bistrot. On s'appelle avec Anne, qu'on s'était juste croisés sur le parking quand même, au Havre. Et elle me dit, «Bon, bah, on se retrouve, on va à Cherbourg» et moi, j'ai juste le temps de donner, passer quelques coups de fil à la famille pour les prévenir quand même Oui, il faut quand qu'il même s'était gérer les passé un enfants et tout truc là. ça et la famille et tout ça, ouais. Ben, ouais, ouais, j'avais même pas les numéros de téléphone de tout le monde dans la famille de Yves. Enfin, moi, je débarquais un peu dans cette famille, c'était assez Mmh. récent quand même notre histoire et puis, je passe deux trois coups de fil, hop, j'étais dans un bistrot, je vois les infos: «Ah, chavirage de Actual, au nord de Cherbourg, j'ai à peine eu le temps de passer mes coups de fil et puis là, bah, voilà, je me retrouve embarquée avec Anne Le Cam
on est arrivé à Cherbourg et puis bon, bah, voilà, après, Jean et Yves arrivent avec, dans leur TPS, le bateau. Jean débarque à terre, nous dit: «J'ai dit que j'irai jusqu'au Costa Rica. Hop, on prend un avion, on va accueillir les autres au Costa Rica» et allez, nous Oh! voilà tous les 4 dans un avion pour accueillir les autres concurrents au Costa Rica, en fait. Voilà et là, bah, là, ça commence quand même, je me retrouve un peu dans le grand bain de cette course au large. Donc au début, je regarde ça un petit peu à distance et puis c'est les projets d'eux et je veux pas marcher sur ses plates-bandes, je veux pas, comment lui imposer ma présence. Donc je reste un peu à distance, mais il m'invite quand même pas mal à participer à ses réflexions, beaucoup à ses réflexions au début et puis voilà, ça part, je commence à travailler de plus en plus avec lui, en fait. Il y a le travail que tu vas faire au sein de l'équipe, mais il y a aussi toutes ces navigations. Je relevais quelques navigations, en équipage féminin, notamment avec, Isa Magua. J'ai vu elle revenait assez souvent dans tes équipages. Puis je vous ai vu évidemment, toutes les 2 là, il y a quelques jours, en Martinique. C'est quoi ces navigations-là, d'équipage féminin? Alors en fait, on fait déjà beaucoup de sport boat, hein, de maxi 50, donc c'est des petits bateaux, de 6,50 m, mais qui sont pas du tout faits pour traverser l'Atlantique, sur lesquels on fait pas mal de régates, Spi West France, Grand Prix de l'École navale, où là, on a un peu tendance à monter des équipages, féminins et sur des courses au large, les équipages féminins et ben, en fait, c'est avec le premier ultime que Yves me confie, pour une Dream Cup. Parce que lui, il se En retrouve 2016? embarqué sur la voilà, il se retrouve embarqué sur cette aventure Dream Cup comme directeur de course et il me dit, «Bah, tiens, pourquoi tu prendrais pas, le bateau pour, faire la course?» Et donc là, on monte un équipage féminin avec moi comme skipper du bateau. C'était assez drôle, hein, on s'est pas beaucoup entraîné, mais Il y a Isabelle jusqu'au Joschke départ, j'y aussi à bord, c'est ça? Isabelle Joschke, comment Cécile Poujol, comment on était? S Il y avait Valérie Tissereau, Valérie Tissereau, Sandrine, Sigrid Longeau, Lescaudron, Sigrid Longeau voilà, et Isa, Sigrid Magua. Longeau et Elsa Magua, voilà et nous voilà partis, avec l'ultime, et sur le ponton, c'était quand même assez drôle parce qu'il y avait un monsieur là, il était sur le ponton et donc on était en train de se préparer à larguer les amarres, c'est à la Trinité-sur-Mer. Il me dit: «Bon, mais quand est-ce qu'il va arriver, Yves?» Je dis: «Mais, Yves, il vient pas, c'est moi le skipper du bateau». «Non, mais il va bien arriver quand même à un moment donné, comment vous dire? Non, il est le directeur de la course». «Mais enfin, quand même, il va bien arriver quand même pour Ça peut skipper pas le être que des bateau». femmes dessus. C'était pas dit comme ça, mais, bon bref, il était quand même assez perplexe. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même, une marque de confiance énorme, hein. Autant dire que de me retrouver, à la barre de ce bateau, avec cet équipage féminin, c'était assez chouette. Les conditions étaient vraiment difficiles. On a passé, le Ratsin dans des conditions assez musclées, très musclées, on va dire et on a eu un accident corporel sur le bateau, qui a nécessité en fait qu'on rentre en rade de Brest et qu'on évacue, une des équipières qui s'était blessée assez gravement. Sans séquelles, hein, pour la suite et puis donc là, ben, fin de l'histoire pour nous, avec notre petit ultime. Hop, on est rentré à la maison, mais bon, c'était une sacrée expérience. C'est l'anecdote, du monsieur sur le ponton qui demande si Yves va arriver, c'est le genre de chose qui peut t'agacer? Quelques années en arrière, ça m'aurait agacé. C'est quelque chose que j'ai appris à entendre et à intégrer quand je faisais du mini, quand j'étais aux Sables d'Olonne, pour la période d'accueil, des Sables, les Açores, les Sables, j'étais en train de bricoler sur mon bateau. Il y a un monsieur pareil qui s'est arrêté, pourtant jeune et il me dit, «Bonjour, il est où le skipper?» Et je me dis: «Mais en fait» et je l'ai regardé, mais je lui dis: «Mais c'est moi le skipper» et là, il est devenu tout rouge, il a balbutié, mais n'empêche que c'est sorti comme ça, quoi. Alors
Donc non, c'est pas que ça m'énerve, ça m'attriste, on va dire, ça me dépite, hein, parce que, c'est encore un sujet, quoi. Ça reste encore un sujet, en Justement, fait. c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu trouves, que de cette réflexion-là, donc en 2016, on est en 2025 maintenant, heu, ça a quand même évolué? C'est-à-dire qu'on s'étonne plus de voir, une Samantha Davis ou une, Justine Métraux prendre le départ du Vendée Globe, mais bon, c'est sûr qu'il y en a pas encore assez, hein, des femmes, mais C'est ça ça, ouais, évolue quand ouais. même. Ça évolue, c'est sûr que ça évolue. On a quand même des navigatrices qui sont présentes, qui sont très performantes, très travailleuses, qui communiquent super bien, enfin qui renvoient à l'extérieur, moi je trouve, une image, très, de d'engagement et de compétition, mais avec du plaisir, hein. J'adore les regarder naviguer et mais je pense que c'est quand même assez fragile et c'est pour ça qu'on peut saluer quand même, toutes les initiatives, de d'organisation de courses qui attendent que les équipages soient constitués avec des équipages mixtes parce que c'est quand même ce qui permet d'augmenter le vivier de navigantes qui deviennent de fait de plus en plus compétentes et performantes et on peut espérer à un moment donné qu'on bascule, dans un monde où, on n'ait plus besoin d'imposer pour que les équipages soient mixés naturellement, en fait. Quel genre de discours tu as pu tenir à Amélie Grassi, ta fille justement quand elle a décidé aussi de faire un choix et d'aller faire ce choix de faire du large? Je pense à elle notamment, sur la Jacques Vabre avec La Boulangère. Ouais. Hem, quel genre de discours, tu as pu lui tenir justement? Sur ce sujet-là du féminin ou tout simplement sur son sujet à elle, Les de 2, navigatrice? Sur les 2, ben, justement, les 2. mais en fait, je pense que j'ai pas tenu vraiment de discours. Elles m'ont vue, enfin, on va parler de là, on parle d'Amélie, il y a Pauline aussi, mais Il y a Pauline, ouais, bien en sûr. fait, elles m'ont vue, enfin, elles ont eu toute leur enfance, elles m'ont vue naviguer, elles m'ont vue faire du large, elles m'ont vue travailler dans cet environnement. Après on a pu discuter bah, des réflexions qu'elle-même, elle a pu, entendre, du sujet, de la mixité, du sujet d'être une femme sur un bateau. Mais en fait, je trouve qu'il y a pas vraiment de sujet, enfin je c'est un sujet comme c'est dans toute la société en fait, hein, Ouais. mais d'être une femme sur un bateau, je vois pas vraiment où est le sujet, à part pour ceux qui considèrent qu'on a besoin d'une salle de bain plus qu'un homme. Mais en fait, donc j'ai pas vraiment l'impression, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu besoin de tenir un discours avec elle, en fait, autour de ce sujet. Ni l'une ni l'autre, n'ont été confrontées à des choses qui auraient pu les freiner? Si, Amélie, elle me raconte que, bah, quand elle était, collégienne, lycéenne, elle faisait son sport-études et que, en fait, les garçons avec qui elle naviguait prenaient systématiquement la barre et que, elle me disait: «Mais comment je vais faire moi pour, elle avait déjà cette réflexion quand même de me dire: «Mais comment je vais faire moi pour monter en compétence si je ne peux pas prendre la barre du bateau?» Et donc elle essayait d'en parler avec ses entraîneurs, mais c'était pas, l'idée de faire déjà simplement de faire tourner le gars, la fille, hein, sur ce poste qui est celui du barreur, Mmh. c'était déjà un sujet en fait et elle avait déjà bien identifié quand même que, pour monter en compétence, parce qu'on parle de ça à un moment donné, Bien hein, sûr, bien c'est-à-dire sûr. que les femmes, elles deviennent suffisamment compétentes pour qu'on se pose plus la question, mais c'est elle me dit: «Mais comment je fais moi pour monter en compétence si on me laisse pas toucher à la barre du bateau?» Donc elle s'est elle-même rendue compte assez tôt qu'il y avait un sujet. C'est pour ça qu'elle, on peut lui poser la question, hein, des courses qui imposent, un Des quota femmes. de femmes sur les bateaux. Elle est très, très claire par rapport au sujet. Elle va dire: «Mais si on n'impose pas les quotas, moi je ne navigue pas ou très peu». En Ouais, ouais. fait. Donc elle est convaincue pour le moment, elle est convaincue, que c'est, une nécessité pour, permettre, à un maximum de femmes de se former et de monter en compétences. Ça fonctionne, hein, tu vois? On voit bien que ça fonctionne, on les Ouais. voit monter en compétences les femmes. Elles sont de plus en plus nombreuses, elles sont très visibles, elles ont des postes de plus en plus, comment dire?
fort dans les équipes, dans les sur équipes? les bateaux. Ouais, ouais, c'est clair. On va y revenir, toi, ta place au sein du team, actuel, mais avant, raconte-nous, c'est quoi ton plaisir quand tu es toi sur l'eau, Sandrine? À part le fait d'être toute seule, que tu aimes bien être toute seule, mais sinon, c'est quoi ton plaisir d'être sur l'eau? C'est la sensation d'être, comment dire? Au large. C'est la sensation d'être le roi du monde ou la reine du monde. Allez, vas-y, on féminise un petit peu l'histoire. Non, c'est une sensation assez intense de plénitude. Voilà, c'est ça et de, moi, je sais que c'est physique, en fait, la sensation d'avoir un espèce de bonheur puissant, en fait, de voir l'horizon, de pas voir la terre, de voir le mouvement de la mer, c'est très serein comme, sensation. C'est Serein et beau. puissant. C'est beau ça, hein? Ouais, c'est incroyable, en fait. Et alors sereine et puissante, est-ce que, sont aussi, des qualificatifs qui peuvent te représenter quand on est, à la tête, d'un team et que son chéri est le skipper du bateau et qu'on va devoir, gérer tout un tas de choses, tout en faisant fi de ses émotions? Non, mais en tout cas, tout en devant gérer des émotions, qui bien évidemment, sont différentes de celles d'une chef d'équipe. Ouais. Alors c'est un exercice assez, délicat d'être la compagne, du skipper tout en s'occupant et en étant manager de l'équipe, parce que, ben, il y a un sujet de légitimité quand même, hein, qu'est-ce enfin, quelle est enfin, comment je suis arrivée à cette place? Quelle est ma compétence? Est-ce que c'est juste que je suis là parce que je suis la femme du skipper? Est-ce que, j'ai, une compétence qui me légitime dans cet espace, professionnel? Et bon ça voilà, hein, ça je tourne autour, je m'en débrouille. Comme beaucoup de femmes, je pense que j'ai pu, un petit peu souffrir, du fameux, syndrome de l'imposteur, Syndrome on de va dire. l'imposteur, C'est Ouais, le tu vois, fameux? c'est le truc, ça revient, le fameux, mais il y a moyen de travailler quand même, hein, pour s'en débarrasser de ce truc. Puis il suffit d'observer, le fonctionnement des uns et des autres pour se dire qu'on peut s'en débarrasser sans trop de problèmes, en fait, hein. Et après, il y a la charge de faire le travail qui fait que le team, il va tourner, que les déplacements, ils vont se faire, la logistique va se faire parce qu'on parle de ça, hein, dans l'environnement d'une course, de maintenir, la relation avec, l'entreprise et avec le président du groupe, avec les communicants, tout en ayant on est en train de suivre, un navigant, dont on est amoureux et qui est en train de mener sa course, dont on souhaite, pour qui on souhaite le plus de réussite possible. C'est quand même, ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors on va détailler tout ça, mais on va revenir quand même sur, ce fameux syndrome de l'imposteur sur lequel c'est finalement peut-être on peut travailler dessus. Enfin merci, tu vas nous donner des ficelles, hein, parce qu'on est toutes preneuses, hein, je crois. Heu, d'être à la tête de l'équipe quand, Yves était, le skipper, ça a été, douloureux pour toi à cause de ce syndrome? Ça a été, un défi que tu as accueilli, bien volontiers? Comment tu l'as appréhendé ce rôle-là? Dans ces moments-là, on va dire dans ces moments de course, hein, où le bateau est en mer et où, je pilote, le projet, quand Yves n'est pas là, ce qui a un peu évolué, hein, depuis parce que l'équipe s'est Mmh. étoffée, mais à l'époque, enfin, non, j'ai aucun état d'âme. Le syndrome de l'imposteur, il me travaille pas du tout. Je suis dans Tu es en mode machine, hein, l'opérationnel. tu es dans l'opérationnel, ouais. Ouais, voilà, voilà et je suis, voilà, comme on en a parlé plus tôt, je suis, assez boum boum, j'ai beaucoup d'énergie, je suis très organisée, quand ça merde sur le bateau, je deviens un peu un serpent, hein. C'est-à-dire que, j'ai l'impression que mon cerveau, il se coupe de mon ventre et j'ai la capacité
même dans des situations vraiment, vraiment très, très moisies parce qu'on en a vécu entre autres une très, très moisie avec Yves. J'arrive à rester, très, très, on va dire là, je deviens un peu une machine de guerre quand même, hein, quand il s'agit de gérer ce genre de situation. Là, j'ai pas du tout de problème de syndrome de l'imposteur à ce moment-là. Quand tu dis des moments, un peu moisis, j'imagine que tu fais référence au Tour du monde à l'envers et au chavirage au Cap Horn en 2017? Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment une situation moisie. Enfin, on en a eu des difficiles avant, hein, enfin des fortunes de mer, diverses et variées, qui étaient pénibles, mais là, le Cap Horn, c'est on parle d'une fortune de mer avec un risque vital, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à présent. Donc on a quand même passé quelques heures, déjà sans nouvelles de Yves, en ayant eu 2 fois les balises de détresse, enfin les 2 balises de détresse déclenchées. Donc on passe 4 heures quand même, à attendre de ses nouvelles et après, le bateau se dégrade, hein, en fait, il est cassé, hein, il est en train de partir en miettes et nous, on est en train d'essayer d'organiser les opérations de sauvetage et c'est, quand même alors ça a pas duré très longtemps, hein, la séquence totale, c'est moins de 24 heures donc c'est, heu, c'est, heu, c'est, heu, c'est un temps pas très long, mais quand même, c'était très, très intense ce moment-là. Ça a révélé quoi, chez toi à ce moment-là? Bah, en fait, comment dire? Ça m'a confirmé que j'étais capable de me transformer en machine quand j'étais dans une situation pourrie, en fait et c'est assez rassurant, hein. Enfin, tu vois? C'est se dire que, on a le potentiel en termes d'énergie de se retrouver dans une situation vraiment, très dure et de conserver la capacité à agir et à pas s'effondrer. Dans ce temps-là, je parle pas d'après parce qu'après, ça l'effondrement, il peut arriver, mais dans le temps de l'action, ça m'a confirmé. J'avais pas énormément de doutes, mais quand même là, j'étais assez je suis ressortie de là en me disant: «Oh bah, quand même, c'est Je pas suis mal». capable, je suis cap. Je suis ouais, je suis cap. Je suis cap. Et alors, Ouais, tu ouais. parles d'effondrement après, c'est des choses qui, des moments qui ont pu, jalonner aussi ton existence, ces moments, justement un peu de difficiles, ces moments, de doute et si oui, comment est-ce que toi tu les affrontes? Tu nous disais tout à l'heure: «S'il y a une montagne devant moi, moi c'est pas possible, faut que je la grimpe». Ces moments où il peut y avoir du doute, où ça peut être plus difficile, comment est-ce que toi tu es face à ça? Bah, il y a les moments comme ça là, des moments, de grosses, galères, mais qui durent pas trop longtemps où, finalement c'est effectivement il y a l'après quand même, c'est assez déstabilisant et après, c'est vrai que, dans les situations de vie, il peut y avoir des moments d'effondrement un peu plus durables, mais quand ça touche le perso, hein, voilà, je Bien pense que sûr. c'est un sujet assez, courant où, là, ça peut demander un petit peu plus de temps et puis le moment où tu vois que c'est vraiment, un vraiment sale moment, c'est justement ce moment où tu arrives plus justement la montagne, tu arrives plus à l'escalader, tu la regardes et tu dis: «Waouh, là, c'est vraiment un sale moment là» et là, ben, tu vas chercher de l'aide. Et voilà, c'est comme plein Bah, de voilà. gens, voilà. Tu vas chercher de l'aide et puis, tu prends la main de quelqu'un, tu te dis: «Bon, bah, allez, je vais quand même la grimper celle-là» et puis, voilà, ça prend un peu plus de temps. Il y a eu pas mal d'articles, te concernant et puis on l'a évidemment évoqué dans l'introduction avec cette fameuse Route du Rhum 2022 où et Yves et Amélie faisaient, Ah! la course et Pauline était, préparatrice du bateau de Justine, Métro je crois, hein, à l'époque. Oui, c'est ça. Hem, donc y toute la famille était très impliquée, hein, dans cette dans cette Route du Rhum. Quand on est, la femme d'eux, la maman d'eux, c'est une Route du Rhum qui a quelle saveur? Alors déjà, elle était, enfin, elle est très enthousiasmante, hein, voir, Yves partir sur sa route du Rhum, Amélie, c'est fascinant, hein, de voir, son enfant comme ça là, arriver à ce moment-là de prendre le départ de la route du Rhum avec son propre projet. Tu J'ai fière? eu un ouais, j'étais fière. Enfin fière, c'est pas vraiment le bon terme parce que, on me demande souvent si je suis fière de mes filles.
Je suis plus heureuse pour elle que fière, en fait, parce que je j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui m'appartienne. La fierté, tu sais, c'est comme si tu y étais pour quelque chose. Je doute pas d'y être un petit peu pour quelque chose, mais c'est quelque chose, enfin, leur existence, c'est quelque chose qui leur appartient. J'ai eu un sujet d'organisation quand même le jour du départ de Saint-Malo, c'est comment je fais pour claquer une bise à Amélie, tout en étant dans le semi-rigide qui permet de faire la manœuvre, du bateau de Pour Yves libérer l'ultime. qui ah! Papa, mais comment je vais faire? Alors, j'ai beaucoup couru sur les pontons et ça a été voilà. Alors après, le temps de la course, c'est quand même assez intense, hein, parce que, le les navigations en solitaire, elles sont quand même, pour l'entourage, très exigeantes, hein, parce que, il y a du stress pour les navigants, il y a beaucoup d'engagement. Ils sont seuls. Amélie, elle démate quand même, dans des conditions, pas sympas du tout. Mais, j'en garde un bon souvenir. Enfin moi, j'ai accompagné Amélie dans cette situation de dématage. J'étais pas du tout inquiète pour elle. Elle était pas super, super à l'aise au début et puis je lui dis: «Oh c'est bon, allez, tu fermes ton bateau, tu plus de mât, il peut rien se passer, tu laisses le temps passer». Puis du coup, on se faisait des petits échanges WhatsApp et puis pendant ce temps-là, il y avait Yves qui était sur son ultime. Alors les ultimes, c'est quand même, pour les navigants, c'est quand même des bateaux, Exigeant. exigeants et puis il y a de l'enjeu, hein. Là, il y a de l'enjeu, il y a une grosse entreprise, qui, met ses couleurs sur le bateau. Il faut performer, il faut aller vite, il faut prendre, des risques, il faut placer le curseur. Donc là, c'est, la route du Rhum, de suivre un compétiteur, qui fait une route du Rhum en ultime, c'est très exigeant. Il y a une phrase, que j'ai relevée dans un article te concernant, qui parle un peu de ta philosophie et qui dit, «C'est important d'avoir sa propre existence à terre quand, son compagnon est en mer, Oui. parce que sinon on a le cerveau qui se fait bouffer». Bah, oui, mais en même temps, sur une route du Rhum, c'est pas si simple parce que Tu es c'est obligé quand même, rapide. ouais. Bah, oui, c'est Enfin, ça. c'est en ultime, c'est 6 jours. Donc tout en ayant, des notifications, en ayant le team, en faisant, partir tout le monde, pour Pointe-à-Pitre. Enfin, là, l'existence à terre, elle est, c'est rapide, très, très rapide. Donc non, le ce qui se passe à pour moi qui reste à terre, quand je reste à terre, c'est que j'ai pas de problème, j'ai aucune difficulté à gérer mon existence, entre guillemets, en n'ayant pas mon conjoint à côté de moi, en fait. On est très à l'aise avec cette idée avec Yves. On adore tous les 2 se retrouver, dans des espaces où on fait chacun nos activités. Donc, déjà, moi, j'ai jamais eu à gérer, cette sensation de manque. Ça n'existe pas, en fait, pour moi. Donc déjà, ça aide. Mais vraiment, une route du Rhum, c'est tellement rapide que, j'ai pas le Il y a temps pas de le temps. m'organiser, non, il y a pas le temps. Il y a pas le temps d'aller se faire, une rando, dans la montagne. Je crois que ça fait partie des choses que tu aimes bien aussi. Ah oui, alors ça fait partie des choses que j'ai découvertes il y a quelques années et que j'engage, assez régulièrement, quand je peux, quand, je me blesse pas, comme cette année. Mais, oui, oui, je fais des grandes séquences, des grosses séquences de montagne, solo, en autonomie. Ouais, ouais, j'adore ça. C'est Non, quoi? mais j'ai évidemment C'est pas ta le temps tête qui a pendant besoin c'est ta tête qui a besoin de ce genre de moment-là? je pense que c'est ma tête et c'est mon corps, c'est-à-dire que c'est des moments où, je fais un peu comme, j'ai un peu du mal à placer le curseur des fois sur la notion d'engagement et là, j'y vais vraiment où je me mets, dans un état enfin non, non, beh, enfin je marche, enfin je fais des très, très grosses marches, longues avec, du poids sur les épaules cet engagement physique, il me nettoie la tête en fait, oui, c'est ça. Le physique, prend suffisamment d'espace pour, mettre le cerveau au repos en fait. Aujourd'hui, Sandrine, tu es évidemment, toujours au sein de ce team, actuel en tant que directrice administrative et logistique avec maintenant Anthony Marchand qui est le skipper du bateau. Hem,
Est-ce qu'on peut, en quelques mots, peut-être expliquer ce que concrètement ça veut dire ton travail au quotidien? Même si on l'a quand même un peu compris, et puis même bien compris, mais là au quotidien, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est important d'avoir en fait quand on a ton poste? Alors au quotidien, sur une équipe comme la nôtre, hein, il y a en permanence entre 15 et 20 personnes à travailler. Ce que moi je mets vraiment sur le dessus de la pile et qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, c'est de faire en sorte que l'humain, enfin que l'équipe, elle tourne bien, que chacun se sente à sa place, que chacun se sente, suffisamment, en confiance pour, avoir des journées de travail, qui se déroulent bien, pour être capable de, faire remonter, à moi ou à Jérémy qui pilote l'équipe aussi, des difficultés rencontrées, des erreurs commises pour nous permettre d'avoir un niveau de préparation du bateau qui soit tel que, Anthony soit, en confiance et ne rencontre pas de difficultés, ça n'existe pas, mais rencontre le moins possible de difficultés sur le bateau. Donc là, aujourd'hui, après, il y a des tâches administratives, hein, il y a le suivi, établir les budgets, suivre le budget, organiser les déplacements. C'est pas un mince, sujet, hein, parce qu'on Non? est nombreux, c'est compliqué. Mais, je pense que c'est quand même, ce qui est le plus chronophage et qui demande le plus d'énergie, c'est le côté, pilotage, des membres de l'équipe, en fait. Avec l'humain qui est très important pour toi? Mais ouais, l'humain, il est important et comment dire? Ce qui fait, dépenser pas mal d'énergie, c'est de réussir à être efficace tout en prenant soin, c'est-à-dire en essayant en tout cas d'être dans un management, où, on est respectueux et on est à l'écoute et tout en restant dans le cadre. C'est un exercice, délicat mais passionnant. Comment est-ce que, toi tu l'accompagnes justement, aujourd'hui, Anthony Marchand qui est donc le nouveau skipper? Il y a eu, le tour du monde, l'année dernière. Il y a évidemment eu, bah, là, il y a la eu la Transat Café L'Or qui s'est terminée avec une troisième place et puis il y a la Route du Rhum, l'année prochaine avec donc alors j'allais dire ce nouveau bateau qui n'est pas un nouveau bateau puisque c'est l'ancien Gitana 17 mais qui a été, longtemps l'étalon référence, qui est une sacrée machine, à laquelle il faut s'habituer bien sûr. Quel est ton travail toi aujourd'hui justement avec ce jeune skipper, qui a déjà fait ses preuves, hein, bien sûr, sur ce Mmh. nouveau bateau pour l'accompagner dans cet objectif de l'année prochaine notamment? Comment dire? Donc moi, je suis plus, je suis très peu sur la partie technique du projet, on va dire. Donc Anthony, ça va être un petit peu comme, les autres membres du team, c'est-à-dire d'avoir, un côté, rassurant, à l'écoute. Moi, je vais m'occuper, on va dire des petites choses, on va dire de l'ergonomie, de petites choses dans le bateau, de l'avitaillement, enfin de lui renvoyer l'idée que, on prend soin de lui et que, on est à l'écoute de ses besoins, de ses attentes et qu'il ait cette sensation que, on est toute notre énergie et la mienne entre autres, est tournée, l'emmène dans une situation où il va avoir toute son énergie pour s'occuper de la performance et qu'on s'occupe de tout le reste. Est-ce que, il y a encore des rêves à cocher dans ta liste de souhaits de vie? Alors, de pas me perdre, dans l'immense tâche, justement de gérer, une grosse équipe. C'est pas si simple de pas s'oublier, en fait, dans cette tâche-là qui est, où c'est un peu un tapis roulant là qui emmène et je peux avoir un peu cette sensation que, je me laisse emmener et que je peux un petit peu perdre le contrôle de choses qui sont vraiment importantes pour moi et là, dans un avenir pas trop lointain, j'aimerais bien avoir le loisir de monopoliser quelques semaines,
pour partir marcher justement, sur un temps long, voilà, dans la montagne. J'adore la montagne. Mais j'aimerais bien là, réussir, maintenant, ça fait quand même des années là que je fais plus beaucoup de pauses et là je serais assez satisfaite si j'arrivais à avoir suffisamment d'énergie parce que c'est quelque chose qui m'appartient, hein, de réussir à prendre le temps. Mais des fois, on oublie, hein, quand on est dans des grosses équipes et voilà, on se laisse emmener et je peux avoir un petit peu cette sensation. Donc là, mon rêve, là, c'est un petit rêve, hein, mais ça serait je sais pas, de me prendre 4 semaines, 4-5 semaines et de partir marcher pendant ce temps-là. Bah, écoute, il est C'est bien ce simple, rêve. hein? Il est bien ce rêve-là, C'est il tout est simple. finalement, assez simple. Quand tu, quand tu repenses à tout ce qui s'est déjà, passé, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, à quel alors j'allais dire à quel point tu es fière de ce parcours. Tu vas me dire: «Oh fière, ce mot, ça va pas». À quel point tu es, contente de ce chemin? Si je regarde, par rapport à mes rêves d'ado, hein, je me dis: «Mais, j'ai eu raison de faire les choix de vie que j'ai décidé de faire» et j'ai quand même là, j'arrive, ouais, j'ai 56 ans et je me dis: «Mais en fait, j'ai fait, jusque présent, j'ai fait ce que j'avais décidé de faire et ce que j'avais rêvé de faire surtout». Mmh. Donc ça, c'est quand même un bilan qui est assez satisfaisant et j'ai même fait des choses que non, j'ai pas rêvé de les faire, j'ai pensé que c'était impossible de les faire Impossible. quand Mmh. j'étais enfant, quand j'étais jeune fille et je me dis: «Mais j'ai cru que c'était impossible et puis j'ai fini par les faire», donc c'est quand même un bilan, qui est quand même assez chouette. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qui te paraissait, impossible, une montagne vraiment trop haute et que finalement, bah si, ça a été fait? Ben, traverser l'Atlantique en solitaire sur un bateau de course. J'aurais jamais imaginé, enfin, si je regarde, enfin non, 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 non. Non? Je regardais ça non, je regardais ça avec, envie et en me disant: «Mais c'est pas pour moi, c'est pas je vois pas par quelle porte je vais réussir à rentrer dans cet environnement-là» et voilà, ça, je me dis: «Mais ça, c'est fait» et puis après j'ai fait plusieurs transats en ultime et je me dis: «Mais c'est quand même des choses que j'ai regardées comme étant inaccessibles quand j'étais, ado ou très jeune adulte et puis j'ai fini par le faire. Donc ouais, je suis assez contente quand même. Et ben, on Tout va en rester ayant eu des enfants, en exactement. ayant élevé des enfants qui maintenant, ont une belle vie aussi, font ce qu'elles ont décidé de faire. Non, c'est pas mal. Je suis assez contente quand même. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Ouais, C'est quand même pas mal formidable. d'en Oui, arriver c'est pas mal. à ce constat-là, c'est quand même, Ouais, c'est chouette. ça fait chaud au cœur, en fait. On se dit: «Bah, c'est chouette». Oui, Ouais. oui, oui, oui. Ouais, Bon, c'est très merci chouette. beaucoup Sandrine, d'avoir Eh été, ben, écoute Hélène, merci. l'invitée de Navigante. On t'a privé, pendant une cinquantaine de minutes du soleil de la Martinique, mais on va te laisser, y retourner et puis, Pour une dernière soirée. tu nous envoies Voilà. quelques rayons de soleil et un peu de chaleur. Merci beaucoup. Au revoir Hélène. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17 h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipshaft.com. À bientôt.